On voulait vous faire réagir sur une déclaration importante, étonnante du président ukrainien Volodymyr Zelensky hier, puisqu'on dit que du côté ukrainien, cette guerre n'a aucun enjeu, ne possède aucun enjeu purement territorial, que ce n'est qu'une manière, une monnaie d'échange pour une future négociation. Eh bien, hier, le président Zelensky a dit ceci, je le cite, « Nous n'avons pas besoin du territoire russe », puisque les troupes ukrainiennes sont à Koursk, comme vous le savez, mais nous le garderons. Ce que nous faisons fait partie de notre plan pour la victoire. Koursk fait partie d'une opération beaucoup plus large, et je présenterai d'ailleurs bientôt notre plan au président Biden. Alors, je ne sais pas si nous sommes encore avec Jean-Éric Brana. Tout à fait, il est encore là. Voilà. Mais on pourrait, Jean-Éric, vous poser la question de comment se prépare ce voyage du président Zelensky aux États-Unis, et est-ce que c'est important pour Joe Biden de le recevoir à ce moment-là? On dit aussi qu'il ira voir les deux candidats. Oui, c'est important. Je crois qu'il se passe des choses actuellement avec l'Ukraine. On voit qu'il y a une bienveillance de plus en plus forte de la part des Américains dans les velléités des Ukrainiens à avancer leur propre stratégie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Vous allez me dire, c'est encore sous tutelle, puisque Zelensky dit bien qu'il va aller soumettre son plan. Mais quand même, les différentes déclarations qu'on a pu entendre de Biden, de son entourage ces derniers temps, montrent que notamment cette opération sur Koursk n'est pas vue du tout d'un mauvais œil. C'est important. Il reste encore 6 mois quand même du mandat de Biden. C'est jusqu'au 20 janvier, rappelons-le. Donc on n'est pas encore, quoi qu'il arrive le 5 novembre, on n'est pas encore sorti de cette présidence. Vous m'interrogiez plus globalement sur savoir s'il allait rencontrer les deux autres candidats. Si j'ai bien compris, j'ai eu un blanc à ce moment-là. Il va effectivement, il l'a dit, soumettre ce plan à la fois à Kamala Harris et à Donald Trump. Je crois qu'il a raison de le faire, d'associer les deux à cette décision, parce que on est quand même sur un moment où c'est extrêmement serré et l'un comme l'autre peuvent se retrouver président. Donc il faut absolument qu'il associe les États-Unis à son plan. Mais on sent qu'il se passe des choses sur le terrain et qu'il se passe surtout des choses dans cette relation avec des Américains qui d'ailleurs continue à envoyer, vous l'avez certainement dit dans la soirée, des armes à l'Ukraine, et Zelensky continue à en demander. On vous reposera une question à ce propos. Patrick Martin-Jeunier, à votre avis, pourquoi cette déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky très claire sur le fait qu'ils garderont ces territoires russes, à votre avis? Quel est le but? Je crois que le but, avec une déclaration pareille. Je crois que c'est de convaincre les États-Unis, l'Europe, de la pertinence de cette intervention à Koursk, parce que, en fin de compte, la lisibilité de cette intervention, on ne la voit toujours pas bien en Occident. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un succès peut-être tactique, stratégique en termes militaires. Ça montre les faiblesses de la Russie, dont les frontières sont perméables. Mais on s'interroge quand même sur la pertinence de cela. Et ça intervient précisément au moment où il y a eu un vaste remaniement gouvernemental à Kiev, oui. Où on voit bien qu'il y a des débats politiques. Certains commencent à remettre en cause la stratégie de politique et la stratégie militaire de Zelensky. Notamment le départ du ministre des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba. Mais Dmitry Kuleba, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui a su convaincre l'Occident, qui a été présent dans les enceintes internationales, d'un seul coup, il est limogé pour être remplacé par quelqu'un qui est très proche de lui et de l'administration présidentielle et qui a moins d'expérience. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, face à une critique, 5 ministres ont été plus ou moins limogés et remplacés, eh bien, il veut convaincre de la pertinence de cela, alors que malheureusement, les Russes continuent à avancer sur Pokrovsk, et donc certains se disent finalement, quel est l'objectif? Est-ce que c'est une façon de négocier un futur plan de paix? Il a dit qu'il ne voulait pas y rester. Donc je pense que pour répondre à votre question, cette intervention vise avant tout à persuader l'Occident, les États-Unis et l'Europe de la pertinence de cette intervention. Sylvie Berman, vous pensez que ça n'était pas assez clair pour les alliés occidentaux de l'Ukraine? Je pense que non, ça ne l'était pas. En tout cas, les Américains n'ont jamais explicitement soutenu. Et la première réaction de la porte-parole... Ils ne l'ont pas critiqué. Non, mais ils ont dit qu'ils allaient demander des explications. Et pour le moment, je pense que les interrogations demeurent. Mais si on se réfère au débat qu'il y a eu entre le Parti républicain et le Parti démocrate à propos aux États-Unis à propos de l'aide à fournir à l'Ukraine, les fameux 61 milliards, les républicains avaient dit « mais montrez-nous un plan de victoire ».
En d'autres termes, à quoi ça sert de verser de l'argent, d'envoyer des armes si c'est un puits sans fond et qu'il n'y a pas de victoire possible? Et donc là, je pense que pour Volodymyr Zelensky, c'est effectivement la démonstration qu'il y a une victoire possible, puisqu'il y a cette victoire militaire qui est peut-être temporaire, on ne sait pas quelle sera la réaction russe, mais qui est effectivement tout à fait surprenante. Oui, alors les Ukrainiens attendent encore évidemment beaucoup de leurs alliés, de leurs amis américains, notamment concernant l'utilisation des armes occidentales après les bombardements très meurtriers dans la profondeur de l'Ukraine. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques jours à Poltava, il y a eu au moins 55 morts. Les États-Unis se posent encore une fois de plus cette question, la question de lever toutes les restrictions sur l'emploi de leurs armes. Jean-Éric Brana, vous pouvez nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que les États-Unis lèvent enfin ces restrictions? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on va continuer à en parler indéfiniment? Je crois qu'on va continuer à en parler un bon petit moment, oui. La ligne rouge dans la tête de Joe Biden, c'est qu'il ne faut pas fâcher les Russes au point qu'ils rentrent dans une guerre avec les Occidentaux en direct, en considérant que la co-belligérance est actée. C'est ça en réalité. S'il y a des armes longue portée ou hautement stratégiques qui sont utilisées, des armes américaines, des armes occidentales, à ce moment-là, Poutine aura aussitôt l'occasion de dire bien ça y est, vous êtes dans le conflit. C'est effectivement une ligne de crête. On marche sur des œufs. Et Biden, jusqu'à maintenant, a plutôt bien réussi, tout en montant. Cette ligne rouge, elle ne cesse de se repousser. Mais ça va un temps de sénateur ou de vieux président américain qui a compris au vieux sage qu'il fallait faire très attention, ménager la chèvre et le chou, tout en laissant toujours des portes de sortie de tous les côtés. Je crois que ça fait 2 ans qu'on le dit, il faut quand même en diplomatie toujours laisser des portes de sortie. Sylvie Berman le dira bien mieux que moi, elle est bien plus qualifiée sur ces questions-là et je crois, et je trouvais sa remarque brillante tout à l'heure quand elle disait que ce plan, il fallait le présenter également aux républicains, il faut les convaincre. Aux États-Unis, il faut bien comprendre qu'il y a des démocrates avec un président démocrate, mais il y a aussi des républicains qui soutiennent l'Ukraine, mais qui ont aussi une partie de leurs troupes, de leurs électeurs, qui ne comprennent pas pourquoi on met autant de milliards sur la table pour un pays qu'ils ne savent même pas placer sur une carte. Et donc, c'est pas facile à comprendre en réalité quand on est dans son quotidien. Dans le Kansas, au Texas, au Nevada, où vous voulez. Et là-dessus, il faut faire attention. On ménage des 2 côtés. Vous êtes inarrêtable. Jean-Éric Brana, vous êtes inarrêtable. On a encore plein de questions à vous poser. Alors évidemment, on presse un peu le pas parce que justement, tout se base sur ce sénateur américain qui s'appelle Mark Kelly, lui qui pense que les limitations doivent être reconsidérées. Les sénateurs donc démocrates de l'Arizona. D'ailleurs, c'est l'ancien finaliste pour être colistier de Kamala Harris. Et lui, il dit ceci. Il dit, compte tenu des conditions à proximité du front et du territoire que l'Ukraine perd lentement en ce moment, je pense qu'il est approprié de réévaluer la situation et d'envisager d'autoriser Kiev à utiliser nos armes plus profondément en Russie. La question sous-jacente, c'est en ce moment, Zelensky est arrivé au sommet Rammstein en Europe, en Allemagne. Est-ce que tout cela n'est pas censé être une première pierre vers une autorisation américaine, justement des armes américaines sur une plus longue portée ? Mais à très long terme, oui. Mais c'est à long terme. Kelly n'est pas un sénateur extrêmement puissant. Il est sur le plan politique pour tout un tas de raisons. Parce que c'est un ancien cosmonaute, qu'il a une audience très forte aux États-Unis, que sa femme a été victime d'une attaque, d'une fusillade, etc. Donc il a une exposition médiatique forte, mais il est jeune sénateur, comme on dit, et en réalité, il ne pèse pas en politique internationale. Ce qu'il dit, c'est une idée qui est assez répandue au Parti démocrate, mais c'est ce que j'étais en train de dire en étant inarrêtable, et je vous prie d'en excuser, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas que des démocrates, et il n'y a pas que ces gens qui soutiennent l'Ukraine quoi qu'il arrive, pour des vraies raisons qui sont des raisons de démocratie et de défense de la démocratie dans le monde, pour des raisons de principe et de défense de nos pays, de l'Europe,
et donc des États-Unis, de sécurité nationale, qui sont importantes. Beaucoup ne le comprennent pas aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Luc Brana, spécialiste des États-Unis. On vous libère. Il est tard. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Elisabeth Shepard-Selam, qu'est-ce que vous en pensez? Combien de temps on va devoir attendre? Est-ce qu'on peut croire en quelque chose ou pas du tout? Alors moi je vais dire quelque chose qui est probablement pas très populaire pour les Européens. On vous écoute. L'Ukraine n'est simplement pas une priorité numéro 1 pour les États-Unis. Pourquoi ils s'inquiètent sur se fâcher avec les Russes? Ils l'ont dit. Un jour, il va falloir s'asseoir et parler avec eux. Ils ont aussi affaire avec la Russie au Moyen-Orient, qui est pour eux une priorité aujourd'hui, où il y a 12 navires très importants. Ils ont peur la guerre avec l'Iran. Mais alors pourquoi font-ils croire à Volodymyr Zelensky qu'ils vont l'aider? Mais il l'aide, mais il continue de l'aider, il continue d'envoyer beaucoup d'argent quand même, et des armes, des munitions, mais il y a des limites à cela, et je pense que les limites sont les intérêts américains, et pour le moment, beaucoup de démocrates et aussi de républicains, Mark Kelly est aussi un militaire. Du point de vue militaire, ça a tout à fait un sens de les laisser faire. Je pense par contre qu'il y a d'autres calculs et que les Américains sont toujours dans le calcul des intérêts américains et que ça joue sur cette question-là. Oui, Alexandre Benny, est-ce que vous pensez que le côté ukrainien, Volodymyr Zelensky, a compris ces calculs? Il était déçu d'ailleurs par cette position occidentale, parce que c'est ça le drame de la situation. Côté occidental, il y a le verbe, il y a les tergiversations, il y a les procrastinations, il y a les calculs, comme vous l'avez dit, alors que les Russes, à ce moment-là, continuent à massacrer la population civile ukrainienne. Et nous avons presque pris l'habitude de regarder ces horreurs en direct, alors que finalement cette situation est insoutenable. Il faut que l'Occident se réveille. Il faut réveiller la conscience occidentale et en premier lieu, il faut que les États-Unis, qui portent grande responsabilité dans cette situation, se réveillent. Il faut une sorte de Pearl Harbor donc d'aujourd'hui, et d'où ça pourrait venir. Personne ne le sait. Oui. Mais cette situation ne peut pas durer indéfiniment. Oui, alors n'attendons pas le pire quand même, Patrick Martin-Genier. Il reste 30 secondes. Rapidement. Pearl Harbor à Moscou, ça m'étonnerait. Mais je crois qu'il y a des raisons. Il y a eu une évolution quand même. C'est-à-dire qu'on a estimé que c'était légitime du côté américain de frapper de l'autre côté de la frontière des infrastructures énergétiques, militaires, des aéroports. Ça, c'est tout à fait possible. Mais les missiles à longue portée, et Zelensky était en Allemagne, il a rencontré Scholz, et le chancelier a tenu exactement le même discours. Donc, pour l'instant, la ligne rouge n'est pas franchie.